Bienvenue dans Miracle en devenir, le podcast dédié à toutes celles qui traversent le difficile chemin de l'infertilité. Ici, nous donnons la parole à des femmes incroyables qui, malgré les obstacles, poursuivent leur rêve de devenir maman. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Miracle en devenir. Aujourd'hui, je vous propose un témoignage inspirant, un parcours qui, je l'espère, résonnera en vous si vous êtes sur le chemin de la maternité et de la grossesse. Nous allons parler de ce qui se passe quand la médecine seule ne suffit pas et de l'importance de libérer certaines mémoires émotionnelles pour ouvrir la voie à la grossesse. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Aurélie, une femme résiliente qui a vécu l'infertilité inexpliquée lors de ses 6 années d'essai bébé. Aurélie a exploré différents chemins, des inséminations à la FIV, tout en cherchant à comprendre pourquoi son corps ne répondait pas à travers d'autres méthodes parallèles. Ce n'est qu'à travers un travail profond sur elle-même et la libération d'un traumatisme enfoui que tout a changé pour elle. Aujourd'hui, Aurélie est enceinte et sur le point d'accueillir prochainement son enfant. Dans cet épisode, elle va nous partager son parcours, ses doutes et surtout cette transformation intérieure qui lui a permis de reconnecter avec son corps et enfin d'ouvrir la porte à la maternité. Un témoignage puissant sur l'importance du lien entre nos émotions, nos traumas et notre capacité à devenir mère. Bienvenue Aurélie, merci de partager ton histoire avec nous. Comment tu vas aujourd'hui? Bonjour Marine, bonjour à toutes et tous. Aujourd'hui ça va très bien parce que oui, j'accueille bientôt mon petit bébé tant attendu auquel je ne croyais plus. Euh, Ça me fait même de l'émotion de reparler et de revenir sur tout ça maintenant, mais sinon tout va très bien. Ouais, prends le temps d'accueillir ce que tu ressens aussi, c'est important. Ouais, ça remonte. Ouais, c'est émouvant, ça remue des choses en toi. Oui, oui, ça remet en phase tout ce parcours, toutes ces années sans en voir le bout et au final, là maintenant d'y être, c'est génial. Ouais, c'est un bel accomplissement de tout ce que tu as traversé, tout ce que vous Oui. avez traversé. Ouais, c'est ça. Ok. Peux-tu nous parler du coup de ton parcours, comment tu as vécu ces 6 années d'essai bébé sans résultat? Oui. Alors en fait, là ça fait 9 ans maintenant qu'on est avec mon conjoint. Donc au début on était ensemble, on n'était pas forcément pressés, pour un bébé, donc j'avais pas spécialement de contraception, mais voilà, on se posait pas trop de questions, quoi. Au bout de un peu plus de 2 ans, on s'est dit: «Bon bah allez, c'est le moment, on peut se lancer, on sait pas quand ça va marcher, donc on essaye, voilà». Et puis, le temps passe et il se passe, rien. Donc on se dit: «Bon ben», moi je suis resté vraiment focus en me disant, «Bon, c'est la nature, ça arrivera quand ça arrivera, c'est que peut-être c'est pas le moment, on fait d'autres choses à côté», voilà. Et au fur et à mesure du temps qui passe, des gens autour de nous, des grossesses qui arrivent, spontanées. Nous, on voit l'âge qui passe aussi, on voit la pression, se dire: «Bah, voilà, l'horloge tourne», enfin, surtout pour moi, du coup. Et des gens qui nous disent: «Mais vous devriez consulter au niveau médical, enfin, faire des examens, tout ça», et moi, j'étais pas du tout là-dedans, quoi. Pour moi, c'était, si ça vient pas, c'est que c'est pas le moment, c'est tout, il faut pas forcer, ça arrivera quand ça arrivera. Et bon, bah, force est de constater que ça n'arrivait pas du tout. Du coup, on a commencé à consulter, mon gynéco, tout ça. Et donc là, on est parti dans des inséminations, «simples», on va dire, entre guillemets, parce qu'il n'y avait pas de souci, médical, ni chez moi, ni chez monsieur. Pas de choses reconnues, donc insémination. Donc là, on est, je sais plus, mais je crois qu'on n'est pas trop limité en nombre. Enfin, je crois que c'était 6 maximum. On a fait, les 6, bon, un peu répartis sur, 1 an ou 2 parce qu'il y a eu le covid au milieu. Mais ça n'a jamais fonctionné. Ça n'a jamais, il y a jamais eu une once d'espoir, on va dire, parce que ça n'a jamais rien fait. Donc de là, pareil, le temps est passé. Mon gynéco me dit: «Bah, de toute façon, là, ça a jamais rien fait, donc il faut partir sur une FIV parce que, vous avez plus de 30 ans, enfin même sur les 35, ça commence à se compliquer, il faut partir en FIV». Ouais, chose que je ne voulais pas du tout à l'époque, parce que pour moi, c'était trop vraiment dans le médical. Là, on allait vraiment sur quelque chose de contrôlé au niveau de la grossesse et je voulais pas aller là-dedans, j'étais pas prête. Du coup, moi, en parallèle de tout ça, quand même, comme tu le disais, j'ai cherché d'autres solutions. Enfin, j'ai fait un travail sur moi-même en me disant, s'il y a des traitements, enfin, des inséminations quand même, où c'est quand même un peu déjà
contrôler si moi, mon corps ne réagit pas du tout, c'est qu'il y a peut-être quelque chose, moi, qui vient de moi, quoi, enfin, «intérieur», entre guillemets. Donc j'ai fait des séances, d'hypnose, des séances de kinésiologie, de l'acupuncture. Là, j'ai exploré un peu plein de pistes. Alors ça a ouvert quelques petites portes, mais ça a pas débloqué la chose en soi. Et bon, à chaque fois que j'avançais sur une méthode ou une autre, je me disais: «Bon, bah, faut laisser aussi un peu le temps à la méthode de s'installer, peut-être que ça va arriver naturellement». Donc là, il y a encore du temps qui est passé et toujours rien au final, jusqu'au jour où je me suis dit: «Bon, bah, de toute façon, on n'a plus le choix, faut qu'on aille en FIV». Donc ça a été, bah, dur psychologiquement parce que je voulais pas. Alors c'était un peu un combat contre moi-même parce que je me disais: «J'ai pas envie d'y aller», mais en même temps, c'est un peu «la dernière chance» entre guillemets, donc on prend sur soi. Et là, on rentre un peu dans un autre monde parce que déjà les recherches ont pu pousser au niveau médical au début de chercher le pourquoi du comment, donc on avait eu quelques petites réponses. J'avais une réserve ovarienne qui était basse, mais bon, c'était pas, ça pouvait expliquer un peu le pourquoi du comment, mais c'était pas catastrophique non plus, donc voilà. Et là, on rentre, bah, dans des traitements lourds, hein. Enfin, voilà, on se pique tous les soirs. Enfin, faut pareil, encore un travail sur soi-même, à se dire: «Je m'auto-injecte des produits», on voit son corps qui change, mais c'est pareil, c'est au début, il y a pas de réponse positive, donc c'est très dur. Heu, le couple, il faut qu'il soit solide aussi parce que c'est, même si c'est la femme, entre guillemets, «qui fait tout», ben, on a besoin du soutien de monsieur et il faut vraiment être à 2 là-dedans, quoi. Bon, ce qui a été notre cas, donc du coup, ça nous a même rapprochés au final. Et voilà, du coup, une FIV, 2 FIV, j'ai pas non plus, ça me prenait pas du tout, il y avait rien, enfin ça n'avançait pas plus que l'insémination. Là, j'ai vraiment senti, le coup près arriver en me disant: «Bah, de toute façon, là, il y a pas 50 essais possibles et mon corps ne réagit toujours pas, ça marchera jamais». Et donc c'est là que j'en suis venu à faire d'autres recherches et où je suis tombé sur ton compte et où ça m'a, je sais pas, ça m'a parlé tout de suite. Je sais pas, il y a eu quelque chose et c'est là que, bah, j'ai fait la première consulte avec toi, enfin la première lecture, pardon, Mhm. où des choses sont ressorties, alors des choses qui, pour certaines, me parlaient, enfin, faisaient vraiment écho à moi, mon vécu sur le moment, comment je me sentais. Tu l'as tout de suite, ressorti en lecture, ça a été, impressionnant. Et après des éléments qui étaient peut-être des pistes de réponse, mais qui me parlaient sans plus. C'était large et c'est là qu'après, bah, je t'ai dit: «Bah, on fait une séance, ensemble pour approfondir ces pistes». Ok. Voilà. Attends, avant de raconter la suite, je vais te poser deux, trois questions. Oui. Donc au début de ton parcours, ouais, tu t'inquiétais pas trop. Et à quel moment t'as ressenti que quelque chose bloquait peut-être? Bah, en fait, dans ma famille, ma grand-mère maternelle a eu, 12 enfants. Elle a perdu deux filles, jeunes, enfin qui avaient moins de 20 ans, à quelques années d'écart, coup sur coup. Et c'est quelque chose qui est toujours resté un peu là et je me suis dit: «Est-ce qu'il y aurait pas une transmission aussi à un moment donné de ça?» Et en fait, je pensais plus à quelque chose de générationnel, de voilà, qui était dans la génération qui m'aurait été transmis, qui faisait que ça bloquait. Parce que j'ai toujours été intéressé par ça et je me disais: «C'est pas possible qu'il y ait tout qui marche au niveau médical et qu'il y ait ce blocage-là total qui a pas une fois où ça a marché, où ça a fait quelque chose». Donc j'étais persuadé que c'était quelque chose, enfin, que j'avais en moi, qui m'appartenait ou pas du coup, mais qui bloquait quelque part, quoi, en fait. Donc du coup, il y a eu ces plusieurs inséminations qui ont été entreprises. Ensuite, Oui, il y a eu la FIV. Est-ce que ouais. tu peux nous expliquer un petit peu comment tu as vécu ces traitements médicaux au niveau physique et émotionnel? Oui, bah, alors ça a été, comme je dis, ça a été dur, bah, notamment les premières fois où on rentre à la maison avec, enfin, un énorme sac de produits, de seringues, de tout ce qu'on veut et en fait, où en gros on nous dit: «Ben, allez-y, faut vous piquer, quoi». Et donc quand on n'est pas dans le milieu médical, on sait pas, on se dit: «Ben, oui, OK, je me pique dans le ventre, mais où? Comment?» Et puis quand on se retrouve face à soi-même, s'auto-injecter en plus, enfin, c'est super dur. Pour moi, j'ai besoin de passer un cap, mentalement en me disant: «Bon, de toute façon, je sais pourquoi je le fais», mais c'est dur de faire le premier geste. Du coup, je l'ai fait. Bon, ça peut durer une semaine, 2 semaines selon le traitement qu'on a, mais en plus, c'est un traitement assez lourd parce que l'âge, parce que la réserve, qui était basse, donc il a tout de suite
mis un peu la dose, plus forte. Du coup, c'est vrai que tous les soirs, c'était, bon, bah, j'y allais parce que voilà, je voulais vraiment. C'est sûr que c'est pas quelque chose qu'on peut faire en se disant, «J'y vais à moitié», quoi, parce que psychologiquement, c'est lourd. En plus, ça rythme toute la vie parce qu'on sait qu'à telle heure, il faut être chez soi, il faut faire son injection, il faut avoir les produits. Même au niveau du couple, de l'intimité, bah, les rapports, c'est quand on nous dit qu'il faut en avoir, faut en avoir. On sort vraiment du cadre, on n'est plus dans l'envie, sur le moment. Et là, c'est vraiment, tout timé au niveau médical. Donc ça régit vraiment toute la vie autour. Et oui, et en plus, on s'injecte tellement d'hormones que les émotions, bah, des fois, ça part un peu dans tous les sens. Donc ce qui aide à rester dedans, c'est vraiment de rester concentré et de dire: «Voilà, le but ultime, c'est en fait ce que c'est et c'est pour ça qu'on le fait, quoi». Mais comme je dis, il faut que le couple soit déjà uni. Enfin, c'est vraiment la force aussi de ces actions parce que, si on est déjà un peu vacillant en se lançant dans une fibre, pour moi, ça fonctionne pas. C'est tellement chargé pour nous, les femmes, et les hommes qui sont à côté, bah, ils se sentent tellement impuissants parce qu'ils nous voient, nous piquer, prendre des médicaments, enfin prendre plein de choses, et eux, ils font rien en fait, enfin, ils font rien. Ils ont pas d'action immédiate, quoi. C'est tous les 2 jours, faut aller faire une prise de sang le matin, faut se lever super tôt parce qu'on n'est jamais, enfin, on est rarement à côté du centre où on doit aller, donc oui, c'est toute une organisation autour de ça, enfin, tout passe en second plan, le boulot, la vie de couple, enfin, tout ce qui est autour, c'est vraiment, après après ce traitement FIV. Donc du coup, ce qui t'a aidé, c'est vraiment de rester focus sur ton objectif. Oui, et de me dire: «Bah, c'est la dernière, possibilité pour que ça marche, pour nous», et en me disant, bah, il y avait des gens autour de moi en plus qui en faisaient, qui étaient un peu dans le même parcours et où ça marchait, donc je me disais: «Bon, il y a pas de raison, enfin, pourquoi tout le monde et pas nous?» Enfin, à un moment donné, ça fait tant d'années, mais voilà, avec les hormones, on passe par des hauts et des bas. Il y a des moments où on se dit: «Bah, je vais y arriver, je reste forte dans mon truc», et puis il y a des moments où on est au plus bas, où on se dit: «Mais ça marchera jamais, enfin, pourquoi tout s'acharne sur nous? Pourquoi ça n'avance pas pour nous?» Beaucoup de remises en question, bah, sur soi-même, hein, de toute façon. Donc ouais, ça chamboule, tout pendant cette période. Tu as mentionné du coup que tu hésitais beaucoup avant de faire la première FIV. Qu'est-ce qui te retenait? Quelles étaient tes craintes? Est-ce que tu peux nous partager un petit peu ce qui s'est passé à ce moment-là pour toi? Bah, au début, je voulais pas du tout parce que pour moi, c'était trop, comment dire? On force le destin, et je me disais: «Mais si la nature me donne pas naturellement, ce qu'on attend depuis, tant d'années maintenant, c'est qu'il y a une raison, en fait». Et là, comme je dis, c'était un peu une bataille entre moi et mon corps, en me disant: «Bah, je vais le forcer à aller dans quelque chose», et d'ailleurs, je sais pas si c'est physique ou mental ou pas. Les premières FIV, ça me le faisait pas trop, mais à la fin, je sentais que mon ventre était de plus en plus dur, j'avais de plus en plus de mal à rentrer les seringues. C'est comme s'il me disait, enfin: «Stop, j'en peux plus, quoi», en fait, parce que voilà, on est en bataille contre lui, enfin, on bosse avec lui, mais en même temps, on est en bataille contre son corps, quoi, parce qu'on lui impose des choses qui sont pas naturelles. Et moi, c'était ce côté-là qui me bloquait. Enfin, je me disais, voilà, on va contre la nature, mais en même temps, c'est la seule solution qu'on nous propose, donc voilà, là, ouais, c'était ça qui était vraiment compliqué pour moi, de passer le cap. Quand est-ce que tu as ressenti le besoin de te tourner vers d'autres accompagnements, peut-être différents de la PMA et complémentaires au niveau émotionnel? Quel a été le déclic pour toi? Bah, en fait, comme je disais, déjà avant la PMA, quand j'étais déjà dans mes inséminations, j'avais besoin de ça un peu en parallèle, voilà, plus pour travailler pas sur le côté physique, mais sur le côté, moi intérieur, on va dire. Et après, pendant la PMA, bah, c'est au bout de la deuxième, ouais, 3e qui n'avait toujours pas marché. Et là, le médecin, en gros, qui nous met la réalité en face, qui nous dit: «Bah, en fait, il reste un essai et si ça fait pas, bah, on s'arrête là, quoi». Et donc là, je me suis dit: «Mais je sais pas, il y a encore quelque chose qui a fait où je me suis dit: "Mais il y a toujours pas de réaction à tous ces protocoles qui sont déjà hyper lourds par rapport à un protocole en plus de base"». Donc encore une fois, pour moi, c'était moi, en fait. C'était pas J'ai même pas réfléchi si c'était mon conjoint qui pouvait avoir quelque chose. Enfin, vu que les études, les tests qu'on avait fait au niveau médicaux, ils étaient bons, il y avait pas de problème, surtout chez lui. Je me suis dit: «Ça vient forcément de moi»,
Et en fait, à un moment, j'ai eu une baisse de morale en me disant: «Mais on va jamais y arriver». Il y avait tout qui était dans le négatif. Enfin, ça ne fonctionnait pas. J'avais tout se bloquait un peu autour de moi à ce moment-là. Enfin, j'avais l'impression que tout dans ma vie se bloquait, quoi. Tout tombait, retombait, ça n'avançait plus et et j'étais au fond, en fait et je me suis dit: «Mais j'ai besoin d'avoir, quelque chose d'extérieur qui me dise: "Non, il faut continuer d'y croire et il y a ça qui fait que ça va marcher, enfin que ça va marcher"». C'est tu n'es pas au fond du trou, tu n'es pas que dans le négatif, c'est pas tout ne te tombe pas dessus, j'avais besoin de quelque chose d'extérieur qui me remonte un peu parce que je voyais que du noir autour de moi, quoi, j'arrivais plus à avancer, c'était et après, bah, voilà, des fois, bah, c'est comme ça, c'est une évidence, enfin, comme je dis, je suis tombé sur ton compte, je sais pas, ça m'a fait tilt tout de suite et après, bah, voilà, quand on a fait les séances ensemble, c'est en fait, c'est même si c'était je savais que ça allait pas forcément être la solution, je savais pas que ça allait déclencher quelque chose ou pas, mais juste d'avoir quelque chose d'extérieur et pas d'être dans le médical, pur, quoi. Tu nous as parlé du coup tout à l'heure que tu avais essayé la kinésio, l'acupuncture et tout ça. Qu'est-ce que ça a donné du coup tout ça? Alors la kinésio, j'en ai fait pendant plus d'1 an, mais c'était plus au niveau des inséminations. Du coup, bah, ça m'a permis d'explorer des d'autres pistes, sur moi-même ou sur ma famille en général, on va dire. Donc ça a permis des discussions sur des choses qui étaient pas forcément dites, bon, pas grave en soi, mais du coup ça m'a fait du bien à mon développement personnel à moi-même. Ça a pas débloqué de choses spécifiques au niveau de la grossesse, mais ça a ouvert des portes sur d'autres choses, donc on va dire que ça a pas été enfin ça a été un plus quand même dans tous les cas. Après l'acupuncture, j'ai pas vraiment ressenti de différence. Alors soi-disant que ça devait améliorer la circulation, tout ça, même au niveau de l'utérus, mais je peux pas dire que ça a été révélateur parce que j'ai pas forcément senti de différence à ce niveau-là. Donc voilà, après c'est comme je dis, quand on est là-dedans, qu'il y a rien qui se passe, bah, on essaye, vraiment tout ce qui tout ce qui s'ouvre à nous en disant: «De toute façon, je suis plus à ça près». L'acupuncture à la base, c'était pas forcément mon truc, mais je me dis, quitte à devoir me piquer après, ben, de toute façon, je suis plus à une piqûre près. Mais voilà, ça n'a pas été, ouais, ça n'a pas changé grand-chose pour moi sur le moment. Donc du coup ensuite tu tombes sur mon compte, tu m'as trouvé sur Instagram? Ouais, ouais. Ok. Et donc tu as d'abord réservé ta lecture énergétique. Comment tu l'as vécu? Est-ce que tu t'en souviens? Oui, bah, ça a été, ouais, c'est ce que je dis, ça m'a marqué tout de suite parce qu'en fait, quand j'ai ouvert la lecture, bah, déjà, je l'attendais énormément parce que je me suis dit: «C'est là, c'est soit il y a un déclic et il y a quelque chose qui en ressort, soit en gros, il se passe rien et elle m'annonce rien de plus» et donc là, je reste au fond de mon seau et voilà, je sais pas comment je vais en sortir. Mais en fait, quand j'ai reçu ta lecture, ça a été, ça a tout de suite, je me souviens de l'émotion que j'ai eue parce que les larmes, elles me sont montées parce que tu as tout de suite, l'émotion dans laquelle j'étais à ce moment-là, vraiment en dents de scie et dans le pas bien, c'est ce que tu as ressorti dans les premières lignes de la lecture, en fait. Et je me suis dit: «C'est fou qu'elle ait perçu ça, autant, quoi, en fait». Et du coup, ça j'ai les larmes qui me sont montées tout de suite parce que je me suis dit: «Purée, ça y est, j'ai enfin quelqu'un qui comprend où j'en suis et ce que je ressens». Du coup, ça a été révélateur pour moi et après, comme je dis, bah, dans les lignes qu'on suivi où tu as levé 2-3, pas des problèmes, mais des pistes de réflexion sur différentes choses de ma vie, où là, bah, comme je dis, j'avais pas forcément les réponses en face, tout ne me parlait pas forcément, mais je me suis dit: «De toute façon, on est sur le bon chemin, quoi. Il va se passer quelque chose, c'est obligé» parce que l'émotion que j'ai eue en ouvrant la lecture et les lignes que tu avais mis qui étaient très justes, c'était forcément que j'étais sur la bonne piste, quoi. Donc du coup ça t'a donné envie de réserver ta séance après. Ah oui, bah, c'est sûr, parce que du coup, ça a levé des interrogations en moi, des choses que je n'arrivais pas trop à identifier, mais qui étaient sorties. Pour moi, il fallait que j'aille creuser là-dessus. C'était forcément une des clés, à tout ça, quoi. Du coup, tu as réservé ta séance on était à ce moment-là en avril 2024. Donc là, tu avais déjà passé ta première FIV, hein, c'est ça? Oui, oui. Et au niveau PMA, du coup, où est-ce que tu en étais dans le... J'en avais passé même 2. Enfin, j'en avais passé une l'année d'avant, ouais, 2. Je devais arriver sur ma troisième là. J'étais juste avant la troisième, il me semble. Oui, j'étais avant la troisième. Tu as réservé ta séance, c'est le mois d'après de ta lecture. Et lors de celle-ci, du coup, on a redécouvert ensemble un souvenir profond
lié à ton vécu. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu quel a été ce souvenir et comment tu penses qu'il a pu influencer ton parcours vers la maternité? En fait, ce qui est ressorti, c'est ma première ma première fois, on va dire, quand j'étais ado. Hem, une première fois qui s'était mal, passée puisque l'acte n'était pas voulu de ma part et du coup, c'est quelque chose dont j'avais parlé dont je n'ai jamais parlé, en fait, et que j'avais enfoui en me disant: «Ben, voilà, c'était la première fois, j'oublie ce passage et je ne reviendrai jamais dessus». Après, j'ai eu d'autres relations, voilà, enfin normales. Je suis jamais revenu dessus, en fait, et c'est resté à l'intérieur de moi, enfin, j'y pense de temps en temps, mais c'était pas quelque chose qui était présent tout le temps. Mais c'est vrai que quand c'est ressorti, je me suis dit, c'est vrai qu'il y avait cette chose-là qui était à l'intérieur de moi dont je n'ai jamais parlé, et comme on a dit, en fait, nous, on l'a travaillé ensemble, mais après, il fallait aussi que j'en parle à mon conjoint. Alors c'est vrai que sur le moment, moi, je voyais pas trop l'intérêt de lui parler de ça, parce que je me disais: «C'est très loin, c'est quelque chose qui m'appartient à moi». Je vois pas ce que ça peut lui apporter à lui de le savoir, sachant que c'est quelque chose qui m'a fait du mal, à l'époque, et heu et voilà, pour moi, c'était, je l'enfouis et personne n'a besoin de le savoir, quoi, au final. Mais en fait, il s'est avéré, bah, pendant notre séance, que non, c'était un peu le cœur du problème, quoi, et je pense que du coup, bah, quand j'ai vécu ça à l'époque, ça a verrouillé quelque chose en moi, sans que je le sache. Mon corps s'est mis en mode protection, peut-être. Et du coup, n'acceptait pas d'accueillir un enfant tant que c'était pas résolu, quoi. C'est comme si cette zone-là était fermée, moi je l'ai fermée dans ma tête, mais c'est comme si cette zone-là de mon corps aussi l'avait fermée en disant: «Ben, tant que c'est pas sorti, tant que tu l'as pas relâché», et on reste en mode, bouclier protection et on n'a pas accès à cette zone. Je vais te poser une question, t'es pas obligé de répondre, tu me diras si tu veux répondre ou pas. Donc quand on avait parlé justement de ce vécu, tu m'avais dit que lors des inséminations, le fait d'avoir des corps étrangers dans cette partie-là, ça te faisait des impressions désagréables. Est-ce que tu veux en parler de ça? Oui, oui, oui. Bah, c'est vrai que, pendant mes relations, bon, avec mon conjoint, avec des hommes, on va dire, en général, c'était pas j'ai jamais eu trop de problèmes, on va dire. Mais c'est vrai que quand on est parti dans les inséminations, qui est à la base, pour en avoir parlé avec des copines qui ont fait le même parcours que moi, des inséminations, qui me disaient: «Bah, moi ça va nickel, enfin je ressens quasiment rien quand il fait le geste». Pour moi, ça a été tout de suite l'enfer, enfin, parce que j'avais l'impression que c'est une seringue avec une espèce de cathéter qui nous insère pour l'insémination. Moi, j'avais l'impression que c'était une tige en métal qu'on me mettait, je le ressentais vraiment au milieu de mon corps, et c'était, oui, je le ressentais un peu comme une agression aussi, parce que je sentais vraiment qu'il y avait un corps étranger à l'intérieur de moi qui n'avait rien à faire là, et du coup, bah, pareil, encore une fois, là, c'est le mental qui se bataille en se disant, bah, tu ressens ça physiquement, mais essaye de l'intégrer, de rester positif pour pas que ça influe sur l'insémination. Enfin, voilà, après je me disais: «Si moi je suis dans le négatif, que je le ressens comme une agression, forcément que ça va pas marcher parce que le corps va y rejeter, en fait». Donc déjà, à partir de là, c'était déjà compliqué. Il y avait déjà une bataille entre, mon mental et le corps, quoi. Mais c'est vrai que toutes les inséminations ont été comme ça, et ça a été dur à chaque fois parce que les dernières, j'ai même dû prendre des cachets qui me détendaient un peu parce que j'arrivais pas à contrôler, quoi. Et pourtant je pensais pas à cet événement de ma vie à ce moment-là quand il me faisait le geste, hein, mais c'était vraiment le corps qui me faisait sentir, il y a quelque chose qui a rien à faire ici. Et du coup, t'arrivais à comprendre pourquoi ça réagissait aussi fort comme ça dans ton corps? Non, bah, sur le moment, non, j'arrivais pas à identifier, je faisais déjà pas du tout le lien avec, ce moment de ma vie, plus jeune, et je me disais: «Mais comment ça se fait que j'ai des copines qui me disent elles sentent quasiment rien et que moi c'est si violent, quoi?» Alors qu'à la base, je suis pas quelqu'un de douillet plus que ça ou quoi que ce soit, donc ouais, j'étais déjà en plein questionnement à ce moment-là, mais j'arrivais pas à identifier pourquoi moi ça me faisait cette sensation. Comment tu t'es sentie quand on a fait le lien entre du coup cette agression que tu as vécue quand tu étais très jeune et les difficultés que tu traversais? Qu'est-ce que tu as ressenti à ce moment-là?
Et bah, c'est ça a été ça a été fort et ça a été chargé en émotions parce que oui, parce qu'on est revenu à moi jeune, quoi, à ce passage que je pensais enfoui et en fait qui remontait à vie. Enfin, là, je l'ai vraiment senti en me disant, oui, bah, du coup, de l'enfouir, ça a pas été la solution parce que, du coup, même, des années après, 20 ans, plus de 20 ans après, le problème est toujours là et en fait, lui, il a engendré, toutes ces difficultés. Au final, je pense que, voilà, le gros du problème, c'était lui, surtout, plus que quelque chose de médical qui ne marchait pas et et de jamais l'avoir traité, bah, ça a engendré toutes ces années de galère pour nous, et oui, ça remet beaucoup de choses, mais en même temps, ça remet l'histoire dans l'ordre, on va dire. Tu t'attendais du coup à ce qu'on ressorte ça? Alors pas du tout, pas du tout, du tout. Moi, je pensais vraiment qu'on était sur quelque chose de transgénérationnel qui remontait à des ancêtres, quelque chose qui avait pu être bien plus loin dans l'histoire, vécu par des femmes de ma lignée et j'étais plus là-dedans et je m'attendais pas du tout à ce que ça soit vraiment quelque chose en lien sur moi directement et pas ça, quoi, en plus. Donc ensuite, une fois qu'on a découvert ce souvenir, on a ensuite décidé ensemble que ce serait bien pour ta guérison de partager effectivement cette histoire avec ton conjoint. Comment ça s'est passé pour toi et comment ça t'a aidé dans ton processus de guérison? Oui, du coup, c'est ce qu'on avait évoqué ensemble, qu'il fallait lui en parler, donc j'étais d'accord sur le principe. Je m'étais dit: «Bon, bah, j'ai fait le gros du travail sur moi, donc en fait, on a avec mon conjoint, on a une belle relation, on est hyper complices, donc je me disais: «Ça va être, bah, simple de lui dire. Maintenant que moi j'ai identifié le problème, que le gros du travail est fait sur moi, ça va être facile». Mais non, ça n'a pas été si facile parce que j'ai pas réussi à lui en parler tout de suite. Je sais pas pourquoi ça ne sortait pas. Du coup, on a fait la 3e FIV qui n'a rien donné et là, bah, on arrive justement au but, enfin, le médecin nous dit: «Bah, il reste à une 4e et dernière chance». Et là, ben, les jours passent, je relance mon dernier traitement avant la dernière FIV et je sais qu'il faut que je lui parle parce qu'on en avait discuté ensemble et je sais qu'à un moment donné, je sais qu'il faut que je le fasse. Je sais pas pourquoi je me dis: «Il faut que je le fasse avant cette dernière FIV» parce que si je le fais pas, je serai pas allé au bout de ce cheminement et la «guérison ne sera pas totale» entre guillemets et j'ai peur que ce soit ça qui fasse que cette FIV ne prenne pas et du coup, peut-être 2 semaines avant la FIV, un soir, ça me fait tilt, je me dis: «Faut que je prenne mon courage à 2 mains et que je lui dise», alors qu'en plus il y avait rien de, heu, je pense c'est toujours pareil, les agressions, on se sent toujours coupable alors que c'est pas à nous de l'être, mais du coup, j'avais du mal à lui dire alors que j'avais rien à me reprocher sur le principe, mais j'avais du mal à ça avait du mal à sortir et du coup, bah, pareil, j'ai pris mon courage à 2 mains en me disant: «Cette FIV, c'est la dernière, si je veux mettre toutes les chances de mon côté, il faut que j'aille au bout de toutes ces démarches que j'ai entrepris» et là, je lui en ai parlé et en fait, déjà, ça m'a enlevé un poids et même lui, il a comment dire? Il me dit: «Bah, je comprends mieux certaines de tes réactions par rapport à telle chose ou telle chose», alors que c'est des choses que moi, je ne me rendais pas compte. Ok. Et voilà, donc lui, il me dit: «Bah, ouais, bah, je comprends mieux ça, ça». Donc ça, en fait, ça a apaisé la chose et du coup, voilà, là, on est parti en se disant: «Bon, bah, là, maintenant, en fait, on a tout mis à plat. On part avec, entre guillemets, 100 de chance et adviendra ce qu'adviendra de la FIV», mais voilà, au moins, tout a été posé. Par rapport à ce que tu disais au début de l'interview, du coup, tu disais mais je comprends pas pourquoi le fait de lui en parler, ça va m'aider. Donc pour expliquer un petit peu aux femmes qui nous écouteront, donc quand on vit une agression, donc là c'était une agression en lien avec un homme, hein, et le fait de réouvrir sa vulnérabilité face à un autre homme, mais qui lui sera capable de nous accueillir, où on pourra se déposer en toute sécurité, du coup c'est comme si il y avait eu un endroit où on s'était fait agresser par un homme, et comme si on ouvrait un autre endroit, du coup, avec un homme, du coup, là aussi, mais où on serait accueilli dans la sécurité et entendu. Et du coup, c'est comme si faire cet acte de se redéposer à nouveau auprès de la figure qui nous a agressés, je parle dans la figure de l'homme, hein, Mmh. ça allait justement panser cette première blessure. Ouais, mais c'est complètement ça. Mais c'est vrai que sur le coup, on n'a pas le recul de se dire ça parce qu'on se dit: «Je vais parler de quelque chose qui m'a fait du mal, potentiellement ça va lui faire du mal d'entendre ça, pour aboutir à quoi?» Enfin, sur le coup, on voit pas justement cette finalité.
Et du coup, après l'avoir fait, je me dis: «Bah, moi, ça m'enlevait un poids, lui, je sais pas comment dire, pas que ça l'a apaisé, mais en fait, dans sa réaction, j'ai senti, bah, oui, déjà, ça lui ouvrait des réponses à peut-être des questions qui se posaient, qu'il m'a jamais posées et que je n'ai pas ressenties. Et ouais, ça a tourné la page, pour moi, enfin, c'est tout, ouais, voilà, tout était posé, dit, et ça a fait enfin, ça a déclenché quelque chose quand même, quoi, même si on se dit: «Bah, c'est pas grand-chose, en fait, à dire», mais Mmh. c'est fait, quoi. Après avoir partagé ton histoire du coup avec ton conjoint, est-ce que ton rapport à ton corps ou aux traitements médicaux ont évolué par rapport à ce que tu ressentais avant? Bah, déjà, en fait, après notre séance, alors après notre séance et avant le traitement de la dernière fibre, donc j'ai eu des règles entre-temps. Les règles, elles étaient bien moins douloureuses que ce qu'elles étaient auparavant. Parce que c'est vrai qu'il y a des fois où j'ai pas d'endométriose ou de choses comme ça, hein, mais c'est vrai qu'il y a des fois où c'était comme si on me broyait l'intérieur, qu'on me plantait des couteaux. Bon, ça, je l'ai plutôt ressenti, sur les règles après la séance. Et après, bon, bah, comme je dis, c'est compliqué parce que pendant la FIV, voilà, tout est tellement, comme je dis, les rapports, c'est tout timé, machin, donc on n'est pas dans quelque chose de mais super naturel, quoi. Donc, pour l'instant, j'ai pas trop de recul par rapport à ça parce qu'après, voilà, on s'est lancé tout de suite dans la FIV et dans tout ce qui suivait. Mais je pense que oui, ça sera plus simple dans tous les cas pour moi. Il y a des choses qui seront plus faciles, avec mon corps et dans ma relation à l'autre surtout, d'avoir réglé, cette partie de l'histoire. Et donc après avoir partagé ton histoire avec ton conjoint, donc il y avait cette dernière fille qui était là, qui Ouais. approchait. Comment ça s'est passé et sur quoi ça a débouché? Et ben, la FIV, elle s'est passée, bah, du coup, c'était, bon, j'avais pas plus d'ovocytes que les autres fois, enfin, on était toujours un peu dans le même contexte que les fois d'avant. Sauf que j'y suis allé le cœur plus léger en me disant, «Bon, bah, de toute façon, c'est la dernière, donc voilà, ça fera ce que ça fera. De toute façon, on n'a pas la main là-dessus», et en me disant quand même que là, j'avais plus de questions sur mon moi intérieur. J'avais tout posé, je me disais plus: «Bon, est-ce que j'ai encore des choses à travailler ou aller chercher qui pourraient débloquer quelque chose?» Pour moi, c'était réglé, donc en fait, soit tout s'alignait et ça marchait, soit ça s'alignait pas et c'est vraiment que là, bah, c'était quelque chose qui nous dépassait et que c'était la vie qui était faite comme ça, qui fait qu'on n'aurait pas d'enfant et c'est tout, quoi. Et je m'en serais arrêté là. Je pense que je serais pas allé plus loin, au niveau médical pour essayer de faire quelque chose, c'était comme ça, quoi. Mais du coup, ben, c'est la dernière qui a marché. On a eu la bonne nouvelle, on a eu un petit embryon, qui lui a tenu, s'est super bien développé et voilà. Et là, j'arrive au bout des 9 mois, d'une grossesse, super, parce que j'ai pas du tout été malade, une super belle grossesse. Donc ouais, c'est comme si, voilà, c'est quand j'ai vu le résultat positif, j'y croyais pas, mais je me disais: «Bah, en fait, voilà, les verrous, il y en avait plus, quoi». On avait enlevé le seul, enfin le plus gros qui bloquait tout, on l'avait levé et voilà, le bébé a pu prendre la place, qu'il devait prendre. Donc aujourd'hui, tu es sur le point d'accoucher bientôt. Oui. Quel message tu voudrais transmettre aux femmes qui vont écouter ton histoire et qui traversent peut-être la même situation que tu as traversée toi? Oui, bah, c'est surtout de dire que qu'on croit en des choses ou pas, peu importe. Je sais que quand on est dans ce parcours surtout de PMA qui, bah, comme je dis, qui est très lourd, autant, voilà, physiquement des traitements que mentalement parce que en plus, bien souvent dans ces périodes, c'est là où je pense on est du coup plus attentif, ça nous tilte plus de se dire, il y a beaucoup de gens autour de moi qui, «Ah bah, elle m'annonce une grossesse». Désiré ou pas, bien souvent, c'est des gens: «Ah bah, je suis tombée enceinte comme ça», puis nous on rame et on se dit: «Mais c'est pas possible», enfin, tous ces gens qui ne veulent pas forcément d'enfants à ce moment-là, ou pour eux ça arrive tout seul et nous on est dans une bataille constante et rien ne se passe. Du coup, c'est très dur à vivre, mais après, bah, voilà, comme je dis, il y a le médical. On peut pas se couper totalement de ça non plus parce que des fois ça peut quand même apporter des réponses sur des choses. Moi, ma réserve ovarienne qui était basse, je le savais pas avant de me lancer dans le parcours PMA. Il y a pas d'examens comme ça qui sont faits en amont, même au niveau des inséminations, c'est pas aussi poussé. Donc c'était quand même une petite partie du problème, on va dire.
Donc il faut quand même faire confiance, au médical et bah, surtout, bah, se lancer quand on le sent, quoi. Mais il y a pas que ça, en fait, il y a voilà, il y a notre part il y a le corps physique et puis il y a ce qu'on a à l'intérieur de nous et en fait, je dis pas que c'est la réponse à 100 que ça va forcément marcher à chaque fois pour tout le monde. Mais si on gratte un peu, on a tous, quelque chose, au fond de nous, voilà, qui à un moment, a apporté quelque chose de pas bon ou qui bloque et où on se dit: «Bah, je le mets de côté», puis comme moi, je le mets de côté, je fais ma vie, bon, bah, ça, c'est intégré dans ma vie, j'en reparlerai jamais, enfin, je reviendrai jamais dessus. Mais sauf que le corps, il ancre tout, donc à un moment donné, moi, il m'a bloqué sur ma grossesse, il peut peut-être bloquer sur d'autres choses, sur d'autres projets, je sais pas. Mais ça fait quand même du bien de se faire un «état des lieux» entre guillemets de soi-même et de se dire: «Ben, OK, il y a la partie médicale, j'ai fait mes tests et on me dit ça ou ça et à côté, il y a mon moi intérieur» et ça fait du bien aussi même pour soi quoi, sans forcément, chercher vraiment une réponse à quelque chose, mais de se remettre en lien avec soi-même. Comment tu penses que le fait de travailler justement, comme tu dis, sur ton moi intérieur, ça t'a aidé à réouvrir ton corps à la grossesse et à aller au-delà justement, ou en complément plutôt, du parcours médical qu'on propose? En fait, de toute façon, quand on est là-dedans, il y a un moment donné où le médical, on en fait un peu abstraction et on se retrouve dans tous les cas face à soi-même. Où il y a une grosse remise, comme je dis, même on sort même du couple, c'est sa personne à soi, en se disant: «Mais il y a quelque chose que c'est dans mon corps que ça se passe, c'est dans mon corps que ça bloque, c'est forcément quelque chose qui vient de mon intérieur, quoi, et qu'il se passe jamais rien». Enfin, comme je dis encore, moi, dans mon expérience, les inséminations, il y en aurait une ou 2 qui auraient prise, les filles, il y aurait une ou 2, il y aurait eu des fausses couches, il y aurait eu des choses. Il serait passé quelque chose à l'instant T, je me serais dit: «Bah, OK, il y a quelque chose, bon, il y a autre chose qui marche pas». Mais en fait, moi, comme il s'est jamais rien passé, je me suis dit: «Mais c'est pas possible, il y a quelque chose que mon corps, n'intègre pas ou je veux pas intégrer». Voilà, à un moment donné, on est comme je dis, on est tellement submergé par tout ça et le médical, ben, voilà, on l'entend, mais à un moment, on a plus enfin, on a envie de se dire: «Bon, il y a pas que ça». Et on a besoin d'être rassuré au fond de nous, de se dire, «Oui, non, c'est moi qui ai un problème, mais je peux le régler, c'est à moi-même de le régler, quoi. Il faut que je trouve la solution en moi, je l'ai forcément en moi quelque part». Et du coup, bah, voilà, c'est de partir dans des choses comme ça. En fait, dans tous les cas, quand on s'interroge sur soi-même, on va s'ouvrir des questions et des réponses. Alors des choses pas forcément qu'on attend, des fois ça va ouvrir des questions sur des choses, qu'on n'aurait pas pensé ou qui sont pas en lien direct avec ce qu'on cherche. Mais dans tous les cas, ça fait une avancée personnelle, enfin, c'est dans tous les cas, c'est enrichissant, pour soi-même, quoi. Ça nous fait grandir, et on ressort grandi de tout ça au final. Tu devais dire quelque chose à la toi d'il y a 6 ans, du coup, qui va commencer ses bébés, qui va vivre l'infertilité et tout le parcours que tu as vécu. Quel message tu aimerais lui transmettre? Bah, écoute-toi écoute-toi plus tôt, parce qu'au fond de moi, je savais qu'il y avait quelque chose, qui était à l'intérieur de moi. Mais comme j'arrivais pas à l'identifier, voilà, j'ai exploré plein de pistes, mais heureusement, du coup, je l'ai fait quand même. Je me suis quand même écouté, mais j'aurais pu le faire encore plus tôt, quoi. Il faut vraiment les expériences de chacun autour de soi, c'est bien de les prendre aussi parce que voilà, on a besoin aussi de s'entourer de ce que les gens vivent et prendre un peu l'expérience de tout le monde. Mais le plus important, ça reste soi et son ressenti intérieur, quoi. Il faut suivre, sa petite voix qui nous dit, «Là, dirige-toi vers ça». Enfin, quand on a quelque chose qui nous appelle un peu, faut le suivre, quoi. Faut Faut se s'écouter. faire confiance. Ouais, c'est ça. Ok. Est-ce que tu aurais d'autres choses que tu aimerais partager avant qu'on clôture? Non, bah, de se dire que, oui, voilà, c'est pas facile, ces parcours-là, moi, je sais que, du coup, c'est la période où avant, j'étais pas forcément trop sur Insta et pendant ma période de FIV, j'y suis beaucoup allé parce que j'étais sur beaucoup de comptes de femmes qui étaient dans ces parcours-là, en me disant: «Bah, tiens, elles vivent ça, elles en sont à la telle FIV ou quoi» et du coup, on essaye de se dire, ben, il y en a qui où ça donne de l'espoir, on se dit: «Bon, bah, elle, à la 3e, ça a marché, elle en est là, elle en est au même point que moi, machin». Et oui, on a besoin il faut rester ouvert aux autres, enfin, on a besoin des autres, du coup, surtout dans ces moments-là. S'entourer des bonnes personnes et des bonnes choses
Mais voilà, faut y croire et comme je dis, la clé au final, on l'a au fond de nous. Après, il suffit de trouver les bonnes personnes, les bonnes méthodes qui vont nous aider à ouvrir, ces portes. Après, Tout je à pense fait. qu'on fait son cheminement, mais quand on cherche, voilà, il y a forcément quelque chose à aller, débloquer quelque part. En tout cas, merci Aurélie d'avoir partagé ton histoire avec nous aujourd'hui. J'espère que ça pourra aider d'autres femmes peut-être à se reconnaître dans ton histoire ou à justement à sauter le pas pour s'écouter plus et se faire plus confiance. Mmh. Merci en tout cas pour ton partage et je te souhaite tout le bonheur pour cet accouchement qui arrive bientôt et puis pour l'accueil de ton petit enfant. Bah, merci, oui, c'est très proche maintenant. On te souhaite tout le bonheur à venir. Merci d'avoir écouté cet épisode de Miracle en devenir. Si tu as aimé, n'hésite pas à t'abonner pour ne pas manquer les prochains épisodes. Tu peux aussi laisser une note ou un commentaire sur la plateforme de podcast que tu utilises. Cela m'aide beaucoup à faire connaître le podcast et à partager de l'espoir aux femmes qui en ont besoin. Tu peux également me retrouver sur Instagram en tapant mon nom, Marine Doge-Brocard, pour retrouver des conseils, des partages inspirants ou pour en savoir plus sur mes accompagnements. Je publie aussi d'autres contenus en lien avec la maternité et la fertilité sur ma chaîne YouTube. Et si tu cherches du soutien dans ton propre parcours, tu peux découvrir mes accompagnements en ligne en te rendant sur mon site internet. Il te suffit pour cela de taper mon nom. Je serai ravie de t'accompagner. Prends soin de toi et à bientôt pour un prochain épisode.